Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Gene Manson. Puisque l'amour s'en va. Tout le monde en a parlé à retrouver Gene Manson à Chatou, dans l'ouest de Paris, dans l'enceinte du célèbre cirque Bouglione. Au pied du chapiteau, elle retrouve avec joie la grande famille du cirque. Ma filleule, ma petite filleule, Clémence. Et Marie, ma meilleure amie cavalière. Elle est tout le temps avec moi. Elle est la passion un du cœur. Comme ça. Direction sa loge, installée dans une caravane. Cet après-midi, c'est la première d'un nouveau spectacle dans lequel elle associe chant et équitation. Ça y est, j'ai 3 nouvelles chansons très jolies qu'il faut que tu écoutes. Je pense qu'il faut le faire avec un valse. Mais avant la répétition, elle fait le tour de la ménagerie. Pancho! Bonjour mon Pancho! Oui mon amour! Oh oui, tu me reconnais. Bon, je suis sa marraine. Je lui donnais le biberon quand il avait à peine 6 mois, quoi. Wow. Elle nous emmène voir son cheval, celui qui va l'accompagner sur scène, et Dieu sait si elle chouchoute son partenaire. Bon, il n'a pas eu sa couverture et ça aussi, c'est terrible. Et this is not good. Ça fait trop mal à mon cheval, là. Si vous ne mettez pas la couverture plutôt que ça, ici, ça couche-cap. Ici, look. Hop. Hop. OK, et on enlève ça. Comme ça fait pas mal au cheval. Les animaux et Gene, c'est une grande histoire d'amour. Hi, sweetheart. Bonjour, Bonté. Bonjour, Bonté. Oh oui, oh oui, oui. Oh oui, oh bah. En route vers le chapiteau. Oui, voilà, yeah. Ici, il faut savoir tout faire, hein. Ici et là, on jongle et on dresse. On dirait pas que dans 3 heures, on va faire un spectacle. Faut que tu me choisisses avec... On va répéter avec le mid. Padadam. C'est joli, hein? Est-ce que tu pourrais ajouter ça au mini-disque? À l'heure des répétitions, Gene ne laisse rien au hasard. La chanteuse dirige son cheval à la perfection. C'est une cavalière expérimentée qui possède plusieurs pur sang. Vous savez, le luxe, c'est rien. Ce qui est important, c'est faire des bons spectacles.
Marianne, la demi-sœur de la chanteuse Chirel et fille d'Alain Bougrain-Dubourg, suit sa mère dans cette nouvelle aventure. Ma maman, elle est, on va dire, exigeante tout en étant très sympathique. Donc c'est pas mal. Encore une fois, elle me donne vraiment beaucoup de conseils et je l'admire à chaque fois. Elle peut refaire 15 milliards de fois la même chanson. J'ai toujours des frissons quand elle chante. Donc, Je ne changerai pas de maman. Je ne changerai pas. Elle est déjà américaine, donc voilà, artiste. Et c'est la meilleure maman que j'aurais pu avoir, tout simplement. Merci mon Joseph. Merci beaucoup. Joseph, c'est Joseph Bouglione, le directeur du cirque, qui vient la saluer et l'encourager. Numéro? Oui, j'ai aimé. C'est joli, hein? C'est très formidable. Bon, on va s'améliorer, hein. C'est la première. Hein. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'accord? C'est très bien, pas moi. Je suis très fière d'être avec toi. Pour Jean, la grande famille du cirque va-t-elle remplacer la grande famille du show business? Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean Manson. Bonjour Thierry. Ça va? Bienvenue dans Tout le monde a parlé. Alors, Jean, vous êtes né le 1er octobre 1950 à Cleveland, mais vous vivez au Mexique jusqu'à l'âge de 12 ans avec votre père, écrivain, et votre mère, peintre et chanteuse de jazz. C'est vrai que votre mère avait chanté dans l'orchestre de Louis Prima? Louise Prima, elle a commencé dans les USO Tours en Europe et c'est là où elle a rencontré mon papa au Havre, en France. Ah, dis donc. Enfance heureuse, non? Très heureuse, enfin, à part un divorce qui s'est fait avec mes parents, mais très heureuse. Dès l'âge de 8 ans, vous apprenez le piano et la guitare. Vous étiez prédestiné finalement à ce qui vous est arrivé par la suite. Alors, vous êtes encore une jeune adolescente quand votre famille rentre aux États-Unis. Votre mère part à Los Angeles pour faire carrière, évidemment. Et vous, qui rêvez déjà de chansons et de cinéma, vous la suivez. Et à l'âge de 13 ans, vous vous retrouvez en train de prendre des cours à la MGM. Oui, comment vous savez tout ça déjà? Ensuite, l'acteur studio, Lee Strasberg, enfin vous avez vraiment appris le boulot de comédienne, quoi. J'aimais tout ce qui était artistique. Comme ma mère était déjà à la télévision, je voulais un peu la ressembler aussi, et puis c'est normal. Et puis, pour faire une carrière, il ne faut pas simplement faire comme ça, il faut prendre des cours, savoir de quoi on parle, et puis travailler beaucoup. Alors, vous commencez à Hollywood, vous faites des rôles au cinéma, jusqu'en 1974, vous êtes Playmate du mois dans Playboy. Oui, au mois d'août. Au mois d'août, j'avais travaillé pour Playboy pendant 2 années. Ça m'a un peu émancipée, disons-le comme ça. J'ai quitté l'Amérique, un peu dans le sens que Playboy, je voulais pas que ce soit mon étiquette. D'ailleurs, dans l'interview que j'avais fait, j'ai dit, je ne suis pas simplement une blonde, j'ai autre chose à dire que je vais faire et j'avais d'autres aspirations. Et le mois de 74, c'est Monsieur Dino De Laurentiis qui m'a beaucoup aidé pour partir en Italie, pour essayer de Voilà, alors d'abord vous arrivez en Italie, mais l'Italie, ça vous plaît pas parce que finalement c'est un pays où les téléphones marchent pas bien, tout va très lentement. Enfin, c'est vrai. Oui, vous savez beaucoup de choses là. Oui. Alors ensuite, après l'Italie, vous arrivez à Paris et contrairement à ce qui s'était passé là-bas, tout va très vite puisque vous rencontrez Alain Marouani de chez Barclay et 3 semaines après, vous aviez signé un contrat. Oui, c'était très vite. J'ai rencontré très vite les gens. J'étais mannequin et j'avais un job le premier jour que je suis venue. Mon premier agent s'appelait Stéphane Larson. J'ai eu mon premier numéro de sécurité sociale. À l'époque, c'était plus facile. Et puis, j'ai commencé 3 semaines plus tard. Je suis rentrée dans le bureau d'Alain pour faire des photos. Et j'ai vu plein de disques sur les murs. Et il me dit, alors, tu fais quoi ici? J'ai dit,
je chante. Ouais. Et donc, il me dit, ah, tu chantes, c'est bien. Et comme j'avais toujours avec moi des tapes et des bandes et des démos que j'avais fait à Los Angeles, j'ai dit, vous avez un piano, vous pouvez écouter ce que j'ai fait. Et tout de suite, il m'a donné un contrat le même jour. Ouais. Par la suite, mon père, il voulait pas que je le signe parce qu'il fallait que je voie les avocats, mais je le signais quand même. Vous avez regretté de l'avoir signé? Non, pas du tout, parce que ça m'a permis... Alain, il était formidable avec moi. Il m'a fait rencontrer d'autres personnes. Ouais. Il m'a ouvert les portes. À l'époque, vous faites aussi du cinéma. Oui, j'ai pas mal de films, hein. Mais j'ai fait 2 films en France, ma première année. Ouais. Une avec Claude Melki qui a gagné le prix de comique. Ensuite, j'ai tourné avec Christian Fechner et les Charlots dans Beau baiser de Hong Kong et avec Mickey Rooney. Imaginez, moi je viens de l'Amérique et je ne vois pas Mickey Rooney sur en MGM Studios, mais je le vois en France. Donc j'ai eu beaucoup de joie et 9 mois plus tard, en fait, je voulais partir de la France. Et j'ai reçu un télégramme dans ma boîte à lettres de Jacques Marouani, c'est le frère d'Alain. Viens vite, j'ai un producteur pour toi. Et c'était Jean Renard. Et voilà. Et là, c'est énorme. On est en 1976. Vous rencontrez l'auteur-compositeur Jean Renard qui vous propose une chanson qui s'appelle Avant de nous dire adieu, qui est une merveilleuse chanson, un énorme tube. Vous allez vendre 2 500 000 exemplaires. C'est extraordinaire. Et ça continue d'ailleurs. Ouais. Je dis toujours, grâce à cette chanson, j'ai pu faire des très belles choses. Ouais. Donc à l'époque, vous devenez évidemment extrêmement célèbre. Ça s'est passé vite, non? En 4 mois, on avait vendu déjà 1 million de disques. Oui, oui. Mes premières émissions, c'était avec Daniel Gilbert à Cannes. Ouais. J'ai fait le Variety Club et j'ai ouvert pour Tony Bennett. C'est lui qui a fait la première... Il était la vedette et moi, j'ai fait 2 chansons juste avant. Quelles ont été les réactions de votre entourage devant ce succès énorme? Mon entourage disait, ah, ce sera bien si tu vends 5 000 de ce disque. J'ai dit, non, je vais vendre 500 000 de ce disque. Déjà, j'ai senti que cette chanson avait un potentiel mélodiquement. Votre père a réagi comment? Ah, c'était mon plus grand fan. Aussi ma mère, aussi toute ma famille m'a beaucoup soutenu depuis toute ma vie. Alors, avec les médias, ça s'est bien passé? Quand j'ai commencé mon métier, j'étais quelqu'un d'assez impatiente. Je savais que j'allais faire quelque chose dans ma vie parce que je le voulais. Et j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai passé par des moments très frustrants. Et donc, la presse, tout d'un coup, je dis, ça y est, OK, it's gonna happen, ça va arriver. Et puis, tout d'un coup, j'ai la presse, je faisais 3 galas en une journée, je dormais plus, c'était très fatigant au départ. Je savais presque pas ce qui m'est arrivé. Mais en même temps, j'étais très prête. Vous avez gagné de l'argent? Oui, mais pas, c'était pas vraiment... Bon, je gagnais un petit peu plus parce que j'avais rien dans ma poche. Oui. Et j'ai vécu très pauvrement pendant longtemps. Oui. Donc, oui, ça m'a fait du bien d'avoir un petit peu de sous pour acheter. Mais j'ai toujours investi, réinvesti dans mon métier. Oui. Alors, question amour, à l'époque, vous êtes marié au producteur André Djaoui, avec qui vous aurez une fille qui est connue sous le nom de Chirel. Oui. Et ensuite, vous retrouvez Robert Villaro, qui est un réalisateur de Los Angeles que vous aviez connu un petit peu déjà à l'époque où vous étiez avec Djaoui, mais comme vous étiez marié, bon... disons-le, c'est très rapide, mon pauvre André. C'était un homme, quand je l'ai vu, je suis venue d'Italie en France, et c'est là où je l'ai vu la première jour, je dis, ça c'est l'homme pour moi. Et puis c'était quand même très drôle, 1 an plus tard, on s'était revus, et c'était quelqu'un de très généreux, et il est toujours quelqu'un avec beaucoup de prestance, et que j'aimais beaucoup, et c'est vrai, il m'a donné une très belle fille. Mais j'avais, avant de quitter l'Amérique, un pincement de cœur, un grand amour pour quelqu'un qui était marié et qui n'était pas libre. Et donc, bon, les choses, la vie est comme ça, vous savez, peut-être c'est le destin. Et il a fallu que je vive ce destin. Et puis voilà, je l'ai vécu. Et quand vous quittez André Djaoui, vous allez voir Robert Villaro. Voilà. Donc, à l'époque, vous avez 28 ans, voilà, et vous revivez avec lui jusqu'en 1981.
Oui, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'étais en Amérique et en France. Ouais. Il fallait que je choisisse et c'était difficile pour le couple de vivre un peu comme ça. Et puis comme c'était moi qui avais toutes les rênes, moi qui avais tout l'argent, c'était un déséquilibre difficile. Difficile. Alors après Robert, il y a Richard Berry. Hein. Oui. Richard Berry que vous avez épousé sur une plage avec des fleurs dans les cheveux. Oui, très romantique. Très romantique. On a décidé comme ça, allez, on va se marier. Je me suis dit, Seigneur, peut-être il va être moins jaloux et plus gentil, etc. Mais ça n'a pas marché. Pas du tout. Il est resté comme il était. Comme il est. Et après, il y a eu Alain Bougrain-Dubourg avec qui vous partagez la passion des animaux. Oui, avant que puisque vous parlez des hommes de ma vie, je voudrais quand même faire un hommage aussi à Bernard Giraud, qui malheureusement nous a quittés et qui était quelqu'un de très entier, formidable, très aventurier. Mais bon, la vie nous l'a emporté. Je suis toujours en communication avec son père et sa sœur. Donc c'est toujours un peu la famille pour moi. Alors, le meilleur moment de la grande époque, avant de nous dire adieu, c'était quoi? Je crois que les meilleurs souvenirs, c'était les Carpentiers pour moi. Parce que il y avait Broadway qui était en France et à la télévision. Et puis mon ami Joe Dassin et Carlos et Julio Iglesias et toute cette bande qu'on était, Dave et Dalida. C'était une période gaie, c'était une période de joie, beaucoup de travail. Mais je crois que le public que je vois aujourd'hui regrette beaucoup. Et le pire moment de cette époque, ça a été quoi? Je sais pas, peut-être c'était que je n'étais pas très présente pour mon enfant. C'était pas facile de la laisser 2 mois en Los Angeles et 2 mois ici. Elle en souffre encore aujourd'hui, pas encore aujourd'hui, mais elle m'a fait voir après. Le succès que vous avez eu en tant que chanteuse vous a un petit peu bloqué votre carrière au cinéma d'une certaine façon, non? Oui, parce que, encore une fois, on a une façon de faire un catalogue de personnages que c'est difficile de s'en sortir. Mais je crois que j'ai réussi dans le sens que moi, j'ai pas peur de prendre ma valise encore et aller faire un casting toute seule, même si je suis connue. Et puis, j'ai rencontré à cette époque Jean-Laurent Cochet. Oui, vous avez fait beaucoup de théâtre, absolument. Et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup donné ma première chance au théâtre. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu avoir une autre image théâtrale déjà, et j'ai pu faire L'Homme de la Mancha. Oui, bien sûr. Alors, récemment, on vous a retrouvé dans la ferme Célébrité en Afrique, et on vous a senti soulagé d'être éliminé au bout de 3 semaines, non? Oui, parce que c'était pas vraiment ce que j'avais imaginé. J'avais pas peur d'être filmé 24 heures sur 24. Je me répétais à la maison, en disant, OK, si j'ai une caméra là, ou là, tu me vois. Bon. Je vis dans une ferme. J'ai des chevaux, j'ai des poules, j'ai beaucoup d'animaux chez moi. Je sais ce que c'est de vivre vraiment en communauté déjà par mon passé. Mais là, c'était une compétition un peu macadévique qui n'avait aucune humanité à part certaines personnes avec qui j'ai encore aujourd'hui des relations. Je croyais que ça allait être plus un jeu et puis un divertissement pour le public. C'était pas pour moi que j'allais là-bas. C'était comme des vacances ratées un peu. On avait l'impression de gens qui étaient partis ensemble et qui n'arrêtaient pas de se disputer. Et vous avez déclaré, après avoir vu et vécu ça, j'ai vraiment peur pour l'avenir de la société. Dans le sens que oui, parce qu'aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi et devenir une vedette. N'importe qui peut chanter et devenir une vedette. Et puis, on banalise tout ce qui est artistique. C'est un métier, ce qu'on fait. Bien sûr. Jean, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je crois que... Je ne sais pas, en France, elle m'a donné beaucoup de chance de faire beaucoup de choses, mais je suis en regret un peu de ne pas avoir donné plus de chance à une carrière américaine dans laquelle c'est pas fini, hein, un artiste ne connaît jamais son heure. Et l'année prochaine, je vais partir un petit peu plus de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, le jour où vous mourrez, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Je préfère que c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle Prière d'amour, qui restera. Et moi, je préfère être éparpillée dans le vent que d'avoir une tombe.
Et je préfère dire que j'ai laissé une prière d'amour derrière moi. Et ça sera mon grain de sable que j'aurai laissé sur ma passage ici sur Terre. Merci beaucoup. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Jean. Merci. J'accueille Didier Schuller. Didier Schuller ne rentre pas seul. À ses côtés, son avocat dominicain. Ensemble, ils ont préparé les modalités de son retour, la fin d'une cavale que certains magazines qualifient de dorée. Il le sait, c'est son propre fils Antoine qui l'a dépeint en pacha et dévoilé sa cachette. J'ai mon sac à prendre. C'est au policier venu l'arrêter que Didier Schuller demande de prendre son sac. À cet instant précis, il n'est plus un fugitif. L'avion des lignes régulières d'Air France qui le ramène de Saint-Domingue vient d'atterrir à Roissy. Il est 13h05, c'est la fin de 7 ans d'exil. Oui. Sous bonne escorte policière, il prend la direction de Créteil. Là, au tribunal de grande instance, le convoi s'engouffre dans l'entrée réservée aux détenus. Dans quelques minutes, l'ancien conseiller général des Hauts-de-Seine va se retrouver devant un juge d'instruction. Ce juge qui, depuis 7 ans, a bien des questions à lui poser. L'interrogatoire dure maintenant depuis plus de 3 heures. Tout le monde en a parlé à retrouver Didier Schuller à Clichy où il habite avec sa nouvelle compagne. L'ancien conseiller général des Hauts-de-Seine est devenu consultant international. Mon bureau est là, on va dire. Ça n'a rien de spectaculaire, mais je suis consultant international. Je suis beaucoup en ce moment à l'étranger. Je vais vous montrer un peu un petit marché très sympathique à Clichy qui s'appelle le marché Lorraine. Et vous allez voir un peu l'ambiance de Clichy. Clichy et Didier Schuller, c'est une longue histoire puisqu'il fut le chef de l'opposition à l'actuel maire de la ville. Salut Abdel, tu vas bien? En forme? Et toi? En forme? Oui. Et aujourd'hui, l'homme entend bien se réimposer sur ses terres. Bah, je suis pas beaucoup là en ce moment. Je travaille à l'étranger beaucoup, mais on va s'en réoccuper. De fait, la moindre balade devient campagne. Moi, j'ai pas d'idée politique en ce moment. Hein. J'ai beaucoup d'amis à Clichy, donc j'aime bien les rencontrer. Et puis quand je suis là, de les voir, ça me fait chaud au cœur. Bien qu'inéligible depuis 2007, il reste une personnalité locale qui veut compter. Je vais parler que pour la jeunesse. Je vous demande simplement l'accès au logement. Si vous pouvez faire quelque chose, eh bien, vous avez plus de la majorité des jeunes qui vous suivront. Non, mais le problème du stationnement, c'est dramatique. Il ne fait pas quelque chose de politicien. Par contre, essayer de transformer cette ville d'une manière humaine, et notamment en pensant beaucoup aux problèmes des jeunes, ça, c'est autre chose. Et l'homme politique drague à tout va avec des arguments de poids. Ça y est? Bah oui, regardez la photo, je vais vous montrer. J'y étais hier la voir, la belle Lorraine. Alors attends, je sais pas comment ça marche ce truc-là. The baby, là, le voilà le bébé. Regarde là. C'est un beau bébé. Beau bébé, hein? Quelques accolades et poignées de main plus tard, nous arrivons au marché. Juste saluer 2-3 commerçants, là. Vite fait. Tu vas bien? Ça va. Ça tourne? Ça va. Et toi, tu vas bien? Ça va. Un terrain de jeu de prédilection pour celui qui tente aujourd'hui de retrouver un destin politique. Je vais embrasser ma fleuriste préférée. Mais il est sympathique et je pense qu'il a des bonnes idées qui marcheraient certainement très bien pour la ville, c'est vrai. Une personne très appréciée dans le marché de Clichy, hein, parce qu'on le voit tous les dimanches, il vient nous dire bonjour, même si on n'est pas partisan de leur parti ou oui ou non, mais c'est quelqu'un de très apprécié. Didier Schuller a aussi l'art de rassembler. En un rien de temps, amis et badauds le rejoignent pour ne plus le quitter. Combien de café? Tu veux un café? Ah ouais. 2? Oui, je veux bien. Tu veux un café, Paulette? Café ou pas? Chocolat. On va aller juste à côté, là, parce que c'est... je vais vous montrer un petit troquette caractéristique, je dirais, du Clichy dans le temps. C'est ça qui est sympa. Alors les jeunes, j'arrive mes lunettes. Tu vas bien? C'est toi. En forme? Tu vas bien? Et toi, ma puce? Ça va? Ouais. Très bien. Et donc, vous voyez, c'est vraiment... on a l'impression d'être comme dans le temps. Hein. Santé. Hop. Et 2 jours après, il est charmant. Et charmeur. Il faut pas que j'écoute alors. Je m'en vais. Entre 2 voyages à l'étranger, il peaufine quelques idées pour son nouveau parti, le RPC, le Rassemblement pour Clichy.
Le RPC, c'est un parti clichois qui a pour objectif de rassembler les clichois qui soient de gauche, de droite, du centre ou de nulle part, mais en dehors des étiquettes politiques. Le RPC, un parti non politique pour le non-candidat Schuller? La candidature n'est pas du tout d'actualité. Je le redis, mais ça ne m'empêche pas, aujourd'hui, je ne suis pas éligible, ça ne m'empêche pas d'écouter la population, d'avoir un contact avec et d'essayer de rendre service. Pourtant, les membres de ce parti misent sur lui pour les municipales de 2014. Aux prochaines élections, bien sûr, on aimerait beaucoup que ce soit M. Didier Schuller qui soit le candidat. Il sait que la route sera longue, mais Didier Schuller est prêt pour un vrai comeback. Et maintenant, la lumière se rallume sur Didier Schuller. Didier, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Vous êtes né le 8 juin 1947 à Paris, père officier, catholique, français, monsieur, reconverti dans les céréales. Il gagne beaucoup d'argent? Oui. Ouais, grosse affaire. Grosse affaire. Il mourra quand vous aurez 8 ans. Votre mère, juive, origine allemande, héritière, riche. Les Rosenthal, c'est une grande famille juive de Francfort. Oui. Ouais. Alors elle vous a eu très tard, votre maman, elle avait 46 ans. Et après la mort de votre père, elle vous a couvé encore plus, évidemment, j'imagine, non? Je suis un produit de remplacement, puisque mon frère est mort pour la France en 1944, il avait 18 ans. Et donc, 3 ans après, il y a eu... je ne sais pas si c'est un miracle, mais en tout cas, il y a eu ma naissance. Alors, vous grandissez dans le 16e arrondissement de Paris. Vous fréquentez le lycée Janson de Sailly, où vous croisez Laurent Fabius, d'ailleurs. Oui, c'est un camarade de classe. Oui. Alors, votre famille a des relations, évidemment. On vous présente à Michel Vauzel, alors membre du cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Et là, vous découvrez que le monde politique vous plaît. C'était Chaban qui me plaisait. Ouais. Je veux dire que j'étais très attiré par le phénomène nouvelle société. Ouais. Ça correspondait exactement à mon idéal. Un gaullisme un peu social. Absolument. Ouais. Donc vous faites du cabinet ministériel avec Vauzel et Chaban, vous faites la campagne de Chaban, et ensuite vous vous mettez à bosser pour entrer à l'ENA. Oui, bon, c'est difficile quand on a une profession de revenir dans le côté un peu étudiant, et j'ai eu la chance d'être reçu du premier coup. Mais vous êtes sorti dernier. Oui, ça c'était parce que j'ai fait autre chose. J'ai pas été un très bon élève de l'ENA, je me reconnais. Alors tout ça ne vous empêche pas de devenir conseiller technique au ministère du Commerce, où vous vous occupez de l'implantation des grandes surfaces. Alors ça, c'est un moyen, évidemment, de financement des partis politiques, non? Absolument. Donc, dès le départ, vous mettez un peu les mains dans le cambouis, quoi. Disons que dès le départ, je suis obligé d'assister à la façon dont, en France, on finance les campagnes politiques. C'est-à-dire le côté catho-focus, vous voyez. Alors, au début des années 80, vous devenez administrateur civil à l'équipement. Vous gérez la reconstruction de Beyrouth. J'ai fait venir Mitterrand pour inaugurer la place des Canons, avec Hariri, et 15 jours après, la place des Canons était de nouveau par terre. Vous voyez, c'était donc... Et puis il y a eu surtout aussi, mon vrai métier, c'était d'essayer de récupérer l'argent des grandes entreprises françaises de travaux publics qui travaillent au Moyen-Orient et qui n'étaient pas payées. Alors à l'époque, vous menez grand train, vous cultivez vos relations grâce à votre chasse en Alsace, à Spitzberg. C'est pas la chasse à la Giscard, hein, je le précise clairement. C'est-à-dire c'est de l'approche. On chasse un peu comme des Indiens. Et c'est très intéressant. C'est une école d'humilité parce que les vieux cerfs et les vieux sangliers sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus rapides que l'homme. Alors, toujours dans les réseaux, vous appartenez à cette époque-là à la franc-maçonnerie, vous êtes à la Grande Loge Nationale de France, et vous êtes même vénérable de la Loge Silence à Clichy. Ça vous aide, ça? Non, je crois pas. Ça, oh non, je pense que ça m'a malheureusement porté beaucoup préjudice dans mes déboires judiciaires derrière. Vous savez, il y a en France, il y a beaucoup de gens qui considèrent que les maçons sont des gens sulfureux. Oui. Ce qui, à mon avis, est une grande erreur. Mais bon, en tout cas, moi, quand j'ai été maçon, c'était pas du tout le côté relationnel ne me passionnait pas. C'était vraiment philosophique. Vous êtes toujours maçon? Je ne suis plus maçon, mais je fréquente encore un peu, mais plus en France. Alors en 1986, c'est le retour de la droite au pouvoir. Vous vous implantez dans les Hauts-de-Seine grâce à l'appui de vos vieux copains Balkany et Pasqua. Balkany vous nomme directeur général de l'office HLM des Hauts-de-Seine. Évidemment, c'est un poste clé
pour faire du clientélisme parce qu'on attribue des logements. Donc c'est très, très pratique. Et puis ça permet aussi de collecter des fonds auprès des entreprises. C'est surveillé, c'est très surveillé même. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher des entreprises qui sont politiquement proches. Il y a toujours eu une aide politique de ces entreprises vis-à-vis des différents partis. Alors en 1994, vous êtes sur le point de piquer Clichy à la gauche. Vous dépensez énormément, évidemment. Mais là, tout va basculer très vite. Le 20 janvier 1994, un entrepreneur du Val-de-Marne nommé Francis Poulain est soupçonné d'avoir réglé des fausses factures et bénéficié de marchés passés par l'office des HLM de Paris. De Paris. Et on va rentrer surtout, à travers cette affaire, on va rentrer dans la présidentielle. Ouais. Avec la lutte à mort entre l'équipe Chirac d'un côté et l'équipe Balladur de l'autre. Voilà. Alors 3 semaines plus tard, l'affaire est confiée au fameux juge Alphen qui met Poulain en examen et qui le coffre. Alors là, évidemment, tout le monde commence à avoir peur. J'imagine, il y a Alphen qui se rapproche. Au départ, Alphen, il s'intéresse effectivement essentiellement à l'office de Paris. Voilà. Et visiblement, il y a un certain nombre de gens du côté de Paris qui se sont dit, tiens, si on pouvait les aiguiller ailleurs. On peut les envoyer dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Ouais. J'ai un coup de téléphone d'un certain docteur Maréchal. Le beau-père du juge Alphen vous appelle, et vous le connaissez donc parce qu'il soigne votre mère. Oui, mais je ne savais pas que c'était le beau-père du juge Alphen. Moi, je le connaissais comme psychiatre de l'hôpital américain. Pas du tout comme le beau-père du juge Alphen. Et quand je vais le voir, la première chose qu'il me dit, je suis le beau-père du juge Alphen. Vous vous dites à ce moment-là que Maréchal a voulu vous soutirer de l'argent pour influencer son beau-fils pour qu'il arrête son enquête, en gros. Il demande 2 choses. Il demande d'être payé et il demande une promotion pour sa fille qui est magistrate. Il demande 2 choses. Et en échange de cela, il souhaite, évidemment, il dit, je vais vous arranger, il n'y aura plus de problème. Il y avait des ministres qui étaient mis en examen, etc. Donc il dit, je vais arranger l'affaire. Je tiens, en fait, j'ai mon gendre sous la main. Oui. Je vais recevoir de l'argent de la police judiciaire. On va arrêter Maréchal en flagrant délit à Roissy. J'ai porté plainte. Et donc, je vais lui remettre la somme en question et il va être arrêté. Mais comme Alphen est à l'époque vice-président du syndicat des juges d'instruction, la police judiciaire, au lieu de prendre la précaution de saisir un juge d'instruction depuis le départ, ils ont eu peur. Ils se sont dit, il va y avoir des fuites. Du coup, toute la procédure va être annulée. Donc en fait, Maréchal est innocent. Maréchal n'a jamais demandé l'argent, il n'a jamais été arrêté en flagrant délit. Et puis après quelques semaines de mise en surveillance dans sa maison de Barbizon, il va se retrouver blanc comme neige. Voilà. Alphen ne s'occupe plus de l'affaire désormais. Non, mais c'est son voisin de bureau, donc ça revient exactement au même. Il y a 2 théories en présent. Il y a celle qui dit que Maréchal vous a demandé de l'argent, et il y a celle qui dit que c'est vous qui avez proposé de l'argent à Maréchal. Écoutez, je veux dire, moi j'ai écrit un livre à l'époque, et Maréchal ne m'a pas attaqué en justice, c'est pour cause. C'est extrêmement clair, c'est Maréchal qui est venu me chercher, moi je ne lui demandais rien. Quand il nous a sollicité, j'en avais parlé bien sûr à Pasqua, qui en avait parlé à Balladur. Et je me rappelle encore Pasqua me dire, tu comprends, c'est une histoire, si on se met à acheter un juge, on va se retrouver aux assiettes. Aux assiettes, c'est les assises. Et puis 2 mois plus tard, Maréchal fait un petit mot en disant, pas de nouvelles, que se passe-t-il? Et 2 jours plus tard, coïncidence, il y a la perquisition en permanence du juge Alphen. Coïncidence. Donc, c'est à partir de là que j'ai porté plainte. Alors, la manipulation n'est pas terminée parce qu'un ami à vous est arrêté quand la dirigeante d'une entreprise d'assainissement veut lui remettre une somme en argent liquide pour, dira-t-elle, obtenir un marché avec l'office des HLM des Hauts-de-Seine. Oui, je crois qu'il s'agissait de 43 000 francs à l'époque. Et moi, j'étais plus directeur général de l'Office des Hauts-de-Seine depuis 1 an. Donc, Alors vous, à ce moment-là, vous partez en Suisse, ensuite aux Bahamas, ensuite à Saint-Domingue. Pourquoi partez-vous? Parce qu'on me demande de partir, parce que notamment des gens qui sont effectivement très très proches, je l'ai su après, de Dominique de Villepin, m'ont expliqué que si je ne partais pas, j'allais avoir de gros soucis pour ma santé. Oui. À ce point-là? Oui, j'ai eu des menaces de mort. D'ailleurs, menaces de mort qui ont été actées par Alphen.
Alphen, de son côté, a appris, je ne sais plus par qui, mais qu'il y avait des menaces de mort sur moi, oui. Alors là, vous allez à Saint-Domingue. Oui. Vous vivez une retraite dorée, non? Oui, enfin, vous savez, l'exil, c'est pas tellement rigolo. Ouais. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose que je ne conseille à personne, surtout quand on est, quand on a été très actif, quand on est élu. Et vous travaillez là-bas à Saint-Domingue? J'ai travaillé, oui, bien sûr. Sous le nom de Jean Vizère? Oui, oui. Vous faites quoi, du conseil? Je fais du conseil, notamment du conseil immobilier, et puis je fais un peu de conseil politique aussi, puisque je vais aider le candidat aux élections présidentielles à devenir président de la République. Ah ben voilà. Donc vous avez un ami maintenant. Absolument. Quelques années plus tard, votre fils Antoine balancera tout sur votre fuite dans le journal Le Parisien, ce qui vous obligera à rentrer. Oui, enfin, je n'étais pas obligé de rentrer, puisque à l'époque, je n'ai pas eu au téléphone, moi, personnellement. Mais il paraît que le président de la République de l'époque, donc Chirac, serait intervenu auprès de mon ami, le président de la République dominicaine, pour lui dire qu'il serait bien qu'il reste un peu à l'extérieur, on peut organiser ça, etc., etc. Et moi, j'avais décidé, compte tenu je dirais, de ce qui a pu se passer au niveau d'Antoine, qui était quand même une vraie catastrophe, je suis rentré pour m'occuper d'Antoine. Je voulais rentrer de toute façon, mais je voulais rentrer après les présidentielles. Je me doutais bien que mon retour au milieu de l'élection présidentielle allait poser des problèmes, ça n'a pas loupé. Donc 2 présidentielles, ça fait beaucoup. Ah oui, à l'époque c'était 7 ans, donc vous avez été absent de France pendant 7 ans. Je suis juste revenu. Un septennat. Je suis revenu, je suis arrivé à Paris le 6 février 2002, et bien, ça a fait de nouveau la une, enfin plus que la une, puisque l'aéroport de Roissy le terminal a été fermé pour mon arrivée. Oui. Exactement les conditions que je ne souhaitais pas qui se sont produites. Et là, direction le quartier VIP de la Santé. Pendant 3 semaines, oui. Et puis, bon, je suis tombé sur un magistrat instructeur qui était, à mon avis, un vrai juge, qui a considéré qu'au bout de 3 semaines, après avoir instruit, il pouvait me rendre ma liberté. Alors, vous avez dit au tribunal que cette fuite, finalement, a été la plus grande connerie de votre vie, quoi. C'est vrai, oui. C'est une façon de dire j'étais coupable de partir. Bah, c'est pas le problème d'être coupable, parce que de toute façon, bon, moi, je reste convaincu que dans toutes ces histoires de financement politique, les vrais coupables, c'était les patrons, et les patrons n'ont pas eu de vrais problèmes, ce qui est très français. C'est le système, depuis la monarchie, ça a toujours été comme ça en France. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, les gens je dirais de petit niveau, ce qui était mon cas, qui se sont retrouvés pris au milieu des feux de la rampe. Alors eux, ils ont été condamnés. Il y en a un qui est prestigieux aujourd'hui de nouveau, puisqu'il est de nouveau le numéro 2 du gouvernement, qui a quand même eu sa carrière politique extrêmement brisée, c'est Alain Juppé. Vous êtes condamné à 3 ans de prison? Je suis condamné à 1 an de prison ferme et 2 ans avec sursis. Oui. Vous l'avez fait l'année de prison? Non, puisque en France, il y a une règle maintenant, quand on est délinquant primaire, ce qui était mon cas, il y a la règle qu'on peut porter un bracelet. J'ai porté un bracelet pendant un peu plus de 5 mois, oui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de la grande époque, c'est-à-dire de Clichy, avant l'affaire Maréchal? Pas de nostalgie. Il ne faut jamais avoir de nostalgie dans la vie. Non, il faut regarder l'avenir. C'est ça qui est important. Vous avez de la rancune pour les gens qui vous ont forcé à partir? Non, j'ai pas de rancune. Et vous en voulez pas à Chirac, par exemple? Non. Villepin? Non plus. Je vais dire, bon... Spinner, maître Spinner? Non, je veux dire que Spinner était mon ami. Donc lui, c'est une vraie trahison amicale. C'est les pires, les trahisons amicales. Oui. Alors si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Didier? Si c'était à refaire, je pense que je n'aurais pas répondu au docteur Maréchal. Voilà. C'est tout clair. Net et précis. Voilà. J'aurais dit au docteur Maréchal, occupez-vous de la santé de ma mère, occupez-vous de votre beau-fils, de votre gendre. Alors, le jour où vous allez mourir, il y aura une épitaphe sur votre tombe. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on marque? Il n'y aura pas de tombe. Ah oui? Non, il n'y aura pas de tombe, puisque je serai dans la forêt. Je rejoindrai tous ces animaux magnifiques qui vivent dans les grandes forêts d'Alsace. Donc je serai incinéré et on dispersera mes cendres dans la forêt. J'étais heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci Didier. Merci. J'accueille Richard Gotteiner.
en a parlé a retrouvé Richard Gottener chez lui à Paris. Dès le matin, il est derrière son ordinateur pour gérer son site internet. Aujourd'hui, je veux dire, bon, petit-déj, machin, tout ça, je lance l'ordi pour avoir les messages, les mails, les trucs importants. J'écoute les messages s'il y en a, les messages au téléphone. Je traite les choses par ordre de priorité, on va dire. Parce que je fais un peu tout seul quand même. C'est l'heure de la découverte des messages postés. Là, il y a des adresses email. Et quand ça mérite une réponse, je réponds. Alors par exemple, celui-là, je ne l'ai pas mis. Pourquoi? Alors c'est le blues de Santa Cruz, de Toulouse ou de Mulhouse. En attendant, je pécho mon 12. Bon, alors, c'est sympa. Alors j'ai regardé jusqu'au bout. Je ne suis absolument pas concerné. Donc si le mec il veut une fenêtre pour afficher ses trucs, bah là en l'occurrence ce sera pas ici quoi. Mais je trouve ça sympa hein. Et des petits Belges. Ça faisait longtemps qu'on vous attendait en Belgique, monsieur Gottener, et puis ça y est, la nouvelle est tombée. Vous serez chez nous le 20 novembre. Les des petits Belges. Bon bah ça, on va le mettre ça. Et puis on va faire une petite vérif toujours, faut peut-être toujours vérifier. Un ministro, le livre d'or, et le voilà, les petits Belges. Je laisse les fautes d'orthographe, je laisse les trucs, ça doit être authentique, quoi. Autre activité qui le passionne, les photos de famille. J'adore la photo, mais je crois que ce que je préfère en photo, c'est les photos mises en scène. Alors là, par exemple, je vais vous présenter ma famille. Voilà, par exemple, ça c'est un truc qu'on a fait dans... Ils sont un peu dingos, les Gottener. On est bêtes, hein. Enfin, surtout moi d'ailleurs. Voilà. Un déguisement, c'est... ça peut partir de rien, on se met un... Je sais pas, bah tiens, voilà, tiens, vous avez une poubelle, sac en plastique, hein. Voilà. Alors vous faites... Alors je ne sais pas, j'ai pas été voir dans la glace, mais ça peut faire ça, vous pouvez faire ça. Il est important pour Richard de se nourrir, donc direction la cuisine. Alors qu'est-ce qu'on va se faire comme pâte? Alors normalement pour les gens bien élevés c'est 125 grammes, mais comme nous on est un peu goinfre, donc on va se mettre 150. L'interprète de Primitif est un as des fourneaux. J'ai mon allume-gaz qui est mort, ce qui fait qu'à chaque fois que j'allume le gaz avec mon briquet, je me brûle les poils de la main et ça sent le cochon brûlé. J'enlève ma chemise parce que on a une longue histoire. C'est la guerre entre moi et la sauce tomate. Voilà. Je ne sais pas comment se débrouille la sauce tomate. Je peux vous mettre un tablier, je peux mettre n'importe quoi. La sauce tomate passe toujours. Ça vous en met partout. Bon, je veux bien qu'on m'en mette partout, sauf sur ma chemise. Voilà. Donc je l'enlève. Là, je passe en seconde. Voilà. Je passe en seconde. Le petit tac. La marche arrière est là. Hein. Voilà. Ah, faut pas déconner avec les pâtes. Hein. On dirait un peu de la peinture. D'ailleurs, c'en est. Bon appétit, Richard. Et merci pour nous. C'est sympa, ça. À l'heure de la sieste, direction le studio où Richard prépare un nouvel album. J'y vais un peu les yeux fermés. Je vois Vitry-sur-Seine. Il y a un studio qui s'appelle le studio Oco. Nous allons répéter avec les musiciens. Mais l'enregistrement ne saurait commencer sans une pluie de désinfectants. C'est ton suppôt en spray là? Ouais, c'est le suppôt en spray. Très bien. Voilà, on va faire ça un petit coup. Mais ça pue pas! Donc je te le passe. C'est 100% natürlich. C'est pas que je m'ennuie, mais je me fais chier les anniversaires. Le seul bébé, c'était le Dédé. Oh yeah, les deux pépères, c'était l'Arthur et le Prosper. La première fois que je jouais du monde, il y a pire. Et ces musiciens, que pensent-ils de lui? Tu la vois, tu la vois celle-là? Richard Gottener, le pire c'est un caractère de cochon, et en plus il est dragueur, mais ça me concerne pas trop encore. Il est très dragueur, grand séducteur, un peu casse-pied par moments, mais adorable et c'est un plaisir de travailler avec lui, vraiment. Dans le paysage de la chanson française,
n'y a pas deux gars comme Gotener, ça c'est sûr, il est unique. Un quart d'heure de pause toutes les demi-heures, ça suffit? Un quart d'heure. Et oui, la recette de la longévité du Yuki, les sucres lents du midi, ils vont lui permettre de répéter toute la nuit. Retour au parking, juste après la pub. Et maintenant, la lumière se rallume sur Richard Gotener. Bonsoir. Ça va? Salut. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Richard, vous êtes né le 30 mars 1948 à Paris, dans le 12e arrondissement. Vous arrivez avec 15 jours de retard. Et comme à l'époque, le tube, c'est « Ouvre la porte, Richard ». Vos parents vous prénomment Richard, voilà, tout simplement. Voilà à quoi ça tient. Alors, votre nom de famille, c'est Gotener, donc ce qui en yiddish veut dire Dieu unique. Ouais, bah, appelez-moi Richard quand même, hein. Ouais. C'est pas grave. Alors, vos grands-parents paternels sont arrivés de Pologne. Ouais. Et vos parents étaient commerçants. Ils avaient un magasin de meubles au Faubourg Saint-Antoine. Ouais. Où vous grandissez. J'ai pas beaucoup connu ma maman avec mon papa. Ah, ils ont divorcé, vous aviez quel âge? Je crois que je dois avoir 18 mois, quelque chose comme ça, ou même avant. J'ai pas d'image d'eux ensemble. Alors, ce n'est qu'à 4 ans que vous découvrez les lunettes et le monde extérieur, à commencer par les dessins sur les rideaux du salon. Mon père aurait dû s'en douter, parce que c'est une maladie génétiquement transmissible. Ouais. Mon oncle était comme ça, mon père était comme ça. Ils avaient des carreaux, c'était des glaçons avec des fils de fer. Ils auraient dû se douter du truc. Or, ils ne se sont pas doutés. Et à 4 ans, comme je pleurais quand on me montrait, vous savez, comme on montre aux enfants un avion, une vache, un truc. Moi, je pleurais parce que je voyais pas le truc. Donc, ils se sont inquiétés. Et en fait, finalement, j'étais quand même très miro. Alors, enfant, vous étiez déjà très créatif, hein, touche à tout, comme ça. Vous trafiquiez des photos. Et quand vous avez eu votre magnétophone à l'âge de 13 ans, vous avez commencé à bidouiller des sons. Le magnéto a été pour moi une vraie révélation. C'est-à-dire que tout seul dans ma chambre, j'enregistrais des trucs. Avant l'heure, j'enregistrais des fausses pubs, des fausses émissions. Enfin bon, je faisais du montage avec des bouts de scotch, avec des lames de rasoir et tout ça. Et en fait, finalement, j'ai été à l'école du magnéto avant même de savoir que je feriez ça plus tard, bien sûr. Alors, vous partez en colonie de vacances à l'époque. C'est là que vous rencontrez Jackie Jakubowicz, le Jackie du Club Dorothée. Vous devenez inséparables tous les deux, vous montez des petits spectacles. En fait, on avait officiellement le rôle de faire rigoler nos camarades. Alors, on déconnait évidemment le soir dans les chambrées. Il y avait une fois par semaine un spectacle, c'était le samedi après-midi, où on montait sur les planches et on faisait les zigotos. Alors, à l'époque, quand on vous demande ce que vous voulez faire quand vous serez grand, tous les deux, vous dites on voudrait faire Poiret et Serrault comme métier. Voilà. Moi, je voulais être Michel Serrault, absolument. Ah oui. Et Poiret aussi un peu quand même. Voilà, donc après un bac philo, vous entrez à Assas en 68. Alors, il y avait 3000 étudiants, il y a eu 3 redoublants cette année-là. Et vous étiez parmi les 3. Et j'étais dedans, c'était en 68, hein. Fallait le faire. Mais j'étais vraiment nul, ça m'intéressait pas. Mais vous aviez passé tout votre temps sur les barricades ou quoi? Pas vraiment, non. Non, j'ai été 1 ou 2 fois à la Sorbonne écouter comme Bendit, ça m'a gonflé grave. J'ai trouvé que c'était pas bien. J'étais évidemment comme tous les mecs de cette époque-là, j'avais envie d'un truc. Et ce que j'entendais, c'était un discours très gauchiste, qui avait rien à voir avec ma réalité en fait à moi. Et donc ça m'a pas intéressé très vite, quoi. Alors pour payer vos études à l'époque, vous faites plein de petits boulots. Vous êtes vendeur de journaux, marchand de légumes, chauffeur-livreur, enquêteur des marcheurs. Celui qui s'est vraiment insinué dans ma vie, c'est enquêteur. Parce que ça a été le premier boulot qui m'a mis un peu le pied à l'étrier de la pub. C'est par là que je suis venu à la pub, en fait. C'est-à-dire qu'en faisant des enquêtes dans la rue, comme j'étais sérieux, les mecs qui me donnaient des enquêtes, ils m'en confiaient d'autres. Ils me donnaient des analyses à faire. Ils me faisaient suivre des stages de non-directifs. Donc déjà, on rentre dans un truc un peu noble. Déjà, une façon d'aborder le marketing déjà. Mais à l'époque, vous êtes très attiré déjà par les fripes et par le déguisement. Un jour, vous venez en cours avec une veste de dompteur achetée au carreau du Temple. Il y avait des fripiers
les frères Schwartz, mais c'est vraiment un film. Hein. C'était, ils étaient tous les trois avec il y en avait avec une blouse grise, l'autre il avait un truc juif, vous voyez, avec le petit bonnet, machin. Et l'autre avec un chapeau et tout, c'est lui qui comptait il comptait les sous. Ils avaient des accents à couper dans le couteau. Ils étaient vraiment formidables. Ils recevaient des balles énormes de chemises américaines, de vestes d'un père anglais, tout ça, de machin. Et alors je faisais un peu de trafic quand même. J'ai acheté des trucs, je revendais un peu au lycée. Et puis moi je m'habillais là-bas. Et un jour j'ai acheté, c'était à l'époque de Sgt Pepper. Qu'est-ce que je vois? Je vois une veste de dompteur rouge avec les brandebourgs et tout. Donc je suis rentré à la maison avec ça. Et mon père, c'était no way, tu retournes. J'ai racheté un truc, j'ai échangé contre un truc, contre une chemise qui était verte, jaune et marron, qui était encore pire que la veste à brandebourg. Vous étiez influencé par les Beatles à l'époque? Je suis très fier parce que j'étais fan avant que le mot fan des Beatles existe. J'étais dans les premiers. Dès Love Me Do, j'étais déjà sur le coup, moi. Donc au moment où ils vont en Inde, vous allez en Inde aussi, vous allez à Goa? Ah bah oui. Normal. Ouais. Voyage initiatique obligé. Ouais, enfin bon, j'ai jamais trop raconté cette histoire, mais en fait, j'ai été aussi faire un petit sauvetage de camarades qui étaient un peu en perdition là-bas. Donc j'ai été un peu cherché par le... Il y en a qui n'arrivaient plus à revenir. Il n'arrivait plus à redescendre, lui. Donc j'ai été le chercher et c'était pas plus mal. Donc comme il faut bien rassurer les parents, vous revenez à Assas et c'est là qu'un copain vous propose de devenir professeur de pub et pour préparer vos cours, vous achetez la publicité au service de l'entreprise. Par un certain monsieur Robert, je crois. Voilà. Et là, en fait, vous découvrez la pub, quoi. Vous devenez concepteur-rédacteur dans une agence américaine. Je me suis renseigné pour savoir comment on faisait pour entrer dans la pub. On m'a dit, il faut un dossier. Alors j'ai fait un dossier, mais j'avais jamais rien fait, donc un dossier, j'en avais pas. Donc je me présentais en disant, c'est un faux dossier. Parce que je me doutais bien qu'il allait le voir. Donc j'ai fait une trentaine d'agences comme ça, où j'ai été de directeur de création en directeur de création, et chacun me donnait un petit bout de la solution. Jamais aucun m'a dit, il faut faire comme ça, il faut être comme ci, il faut faire... Non. Au bout de la 30e agence, j'ai fait un petit peu la synthèse de tout ce qu'on m'avait raconté. J'ai foutu la plupart de mon dossier à la poubelle, j'en ai refait un, et 8 jours après, j'étais engagé à la G. Walter Thompson. Qui est une énorme agence, qui était la première du monde à l'époque. Grosse agence, très lessivière, très carrée sur le marketing et tout ça. Exactement ce qui ne me convenait pas, mais en fait, qui m'a donné une formation très militaire, dans le sens marketing du terme. Et alors, comment vous êtes passé au jingle et aux bandes originales de spots de pub? Bah, ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire que déjà au départ, dans mon dossier que je présentais pour aller me faire engager dans les agences, j'avais déjà du son, ce que ne présentaient pas les autres. Et quand je suis rentré dans l'agence, la nuit, quand on me filait un boulot, quand il y avait un sujet qui traînait dans l'agence, j'appelais des copains qui étaient pas des professionnels, des amateurs, et je proposais un jingle. Je proposais une chanson publicitaire, qui évidemment, ça marchait pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, comme ça fonctionnait pas, j'en faisais une chanson. Et voilà. Donc là, vous avez monté Gatcaisse, votre boîte de prod. Vous produisez des jingles et des bandes originales de spots de pub. Alors, il y a quand même ce qui s'est fait de mieux en France depuis 40 ans. Il y a Banga, il y a Belle Deschamps, il y a Infinitif, il y a Sopiquet, il y a Vitel, il y a Danette, il y a Chocobéen. Vous devenez le maître incontesté du genre, le dieu unique du genre, le Gottheiner du genre. C'est vrai que c'était une époque où on était très créatif. Vos jingles de pub ont été vendus en CD et les gens les ont achetés. Continue. Quand même énorme. Alors, c'est donc pendant ces enregistrements de pub qu'en 1976, vous rencontrez Claude Angèle, qui était guitariste de Magma, aidé par son frère Selmar. Vous sortez tout un tas de chansons qui ont été des tubes énormes. Il y a Primitif qui était inspiré d'Infinitif, mais il y a Chippy, Le Sampa, Trois Vieux Papis, Le Mambo du Décalco, Le Yuki. C'est des histoires de couple en fait. On a réussi un truc formidable. C'est un peu comme en amour. C'est le coup de bol un peu intégral. C'est-à-dire de trouver la complémentarité.
l'auteur et le compositeur, c'est un couple très difficile à composer parce que d'abord il faut pas d'ego. Ouais. Il faut savoir dire c'est pas bien ce que tu fais sans que l'autre se vexe et savoir le recevoir aussi en disant t'es sûr de ça parce que c'est. Et en même temps changer aussi les qualités. Donc l'apothéose, c'est mars 83 à l'Olympia, en vedette, le show Zazou. Alors là, vous êtes célèbre. C'est arrivé vite, vous pensez? C'est curieux parce que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours l'impression d'avoir été un peu vedette. Oui, oui. En colo, chez les scouts, tout ça. Et d'un seul coup, d'être célèbre, il y avait pas une grande différence. Non, je passais pas du jour à la nuit. C'était un peu plus célèbre. C'était installé, voilà. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand il y a eu cette quand même célébrité médiatique? Mon père, il m'avait lâché la grappe le jour où j'ai été le voir et je lui ai dit papa, je veux faire de la pub. Ouais. Parce que lui, il voulait que je sois avocat, docteur, ingénieur, enfin bon. Classique. Voilà, classique. Et comme il a vu certainement dans mes yeux que ça y est, je savais ce que je voulais faire, il m'a laissé faire. Et quand évidemment j'ai eu la reconnaissance des gens, du public, ça a été pour lui, je pense, une réussite. Il savait que son fils avait réussi. Et votre maman? Ça lui permettait d'avoir des rendez-vous plus facilement chez le coiffeur. Ça s'est bien passé avec les médias à l'époque? Non seulement ça s'est bien passé avec les médias, mais je pense que c'est grâce à la télé que je dois ma notoriété. Je veux dire, je referai le parcours maintenant, à l'heure actuelle. Vu l'attitude des médias vis-à-vis des artistes, je suis pas sûr de pouvoir arriver à la même notoriété. Vous avez gagné de l'argent? Ah bah oui. Oui. Et en amour, ça vous a aidé, cette notoriété avec les filles? Je sais pas ce qu'on appelle un grand tombeur. Les gonzesses m'ont très vite intéressé, évidemment, mais je ramais, étant un peu ado, je ramais un peu, il fallait que je cavale derrière quand même. Et puis du jour où la notoriété est arrivée, ça a un petit peu changé la face des choses. C'était beaucoup plus facile et j'en ai... j'avais plus qu'à me servir, quoi. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Ce serait plutôt une espèce d'ambiance très créative. C'est ça que c'est-à-dire une espèce de ces rendez-vous avec Claude Angèle, avec Selma Rangel, quand on se rencontrait des après-midi, qu'on était ensemble et qu'on déconnait autour d'une pub pour arriver à faire un truc. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, quoi. Et le pire moment? C'est l'insuccès de Rendez-vous au tas de sable. Le Rendez-vous au tas de sable, c'est votre premier long métrage. Vous avez travaillé 5 ans. Vous êtes scénariste, compositeur, acteur. Et c'est un flop, quoi. Total flop. On se prend une veste dans première, mais c'est injurieux. C'est... On est traité comme du pu. Enfin bon, cela dit, quelques années après, moi j'ai reçu des courriers, j'ai reçu des mails, mais insistants, me disant quand est-ce qu'on peut voir ce film? En cassette, il était épuisé, tout ça. Ça fait que j'ai réédité ce film et que depuis, c'est un film culte, c'est un truc... Alors aujourd'hui, vous faites toujours des spectacles, hein, c'est un peu, vous dites comme à la maison, quoi. C'est des potes autour d'un feu de bois et vous chantez vos chansons qui sont éternelles, en fait. Et je suis avec une bande de jeunes mecs qui se régalent, qui certains connaissent tout par cœur, mieux que moi. Donc on s'amuse, c'est vraiment c'est récompensant. Vous êtes nostalgique de l'époque, disons, de l'époque du show Zazou à l'Olympia? Non. Pas nostalgique? Pas du tout. Non. Et vous êtes rancunier? Est-ce que vous en voulez à des gens, finalement? Non, j'ai pas de... J'ai pas de rancune. Pas de rancune. Non. Et j'ai appris une chose, je crois qui est très importante, c'est que la rancune, la haine et tout ça tient trop de place dans une vie, dans un cœur, dans une âme, pour pouvoir lui accorder de l'importance. Il faut très vite dégager ça, de manière à laisser la place à des choses plus gaies, plus souriantes et tout ça. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Dans les 5 ans qui ont précédé la sortie du Rendez-vous au tas de sable, en fait, j'ai tellement cru à ça que je n'ai fait que ça. Ah, d'accord.
Et en fait, j'ai un peu mis tous mes œufs dans le même panier. Vous avez un peu lâché la proie pour l'ombre, quoi, on peut dire. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que là, je serais plus sage et je travaillerais sur d'autres trucs en même temps. Vous continueriez à faire des disques? Oui. Je crois. Ouais. Le jour où vous allez disparaître, qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive comme épitaphe sur votre tombe? Je le ferais peut-être en 2 temps. Oui. En haut, il y aurait marqué Game Over. Oui. Et en dessous, Some Player Shoots Again. Merci, j'étais heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Richard. J'accueille Alex Taylor. Bonjour, bienvenue à Continental. Je voulais vous donner des nouvelles de cette mascotte donc, de l'émission Continental. Plusieurs personnes ont eu la gentillesse de nous envoyer quelques propositions de prénoms pour cette chose. Le prénom que je préférais, c'était Europudding, mais ça lui allait pas du tout. Alors, on a décidé tout simplement de l'appeler, c'est évident, c'est Jeff. C'est le nom de l'unité de production dont dépend notre émission. C'est Jeunesse, Éducation et Formation. Donc, Jeff, je crois que ça lui va. Et bien, voilà. Tout le monde en a parlé à retrouver Alex Taylor à Paris, à l'entrée d'une maison de la radio bien vide. Il est 6h du matin. J'étais réveillé à 3h30, donc voilà. Je me couche à 10h, 10h30, mais je me couche quand je commence à bailler. Mais je fais une sieste l'après-midi, mais une demi-heure, c'est tout. Puis ça tient. Du lundi au vendredi de 7h à 9h, il co-anime la matinale de France Musique avec Émilie Munera. Ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble maintenant. Et comme vous le voyez... On a l'impression que ça fait 1000 ans. On partage le fait de se lever tôt le matin. Enfin, on se lève pas ensemble, mais... Voilà. Il est très taquin. Il aime bien, comme ça, me faire des petites blagues pour essayer de me déstabiliser, me couper pendant mes interventions. Alex aime toujours l'Europe et la poésie française. Je fais un papier sur l'Europe. Ça, j'ai écrit avant. Et je fais mes alexandrins avant. Et puis, voilà. Mais le reste, c'est plus ou moins improvisé. Tous les matins, il reçoit un invité de marque. On a Ramayad aujourd'hui, donc c'est bien. Ensemble, ils vont parler musique. Je trouve ça intéressant de savoir justement ce que les non-musiciens écoutent comme musique classique. Moi, je ne suis pas du tout un musicien. Je crois que c'est même pour ça que j'ai été embauché ici, pour démystifier un peu. Démystifier la musique classique, l'animateur s'y applique. C'est vivant, ça, c'est relevé. C'est Conchita. Conchita dans quoi? De Zone d'Onaï. Ça se termine assez abruptement, je m'y attendais pas du tout. Ah mais pourquoi pas? Ah bah j'étais en pleine envolée. Et l'ancienne secrétaire d'État au sport fait son entrée. Elle est à peine installée qu'Alex Taylor lui propose quelques gourmandises. Bonjour. Bonjour. Vous voulez une madeleine, non? Parce qu'Émilie vous a proposé, vous n'aimez pas les madeleines? Non, ça va, je mange pas le matin, merci. Du tout? Mais il faut manger. Nous allons commencer avec, pour votre première émotion musicale. Durant 30 minutes, il va dresser le portrait de Ramayad à travers ses musiques préférées. Alors, la musique, pour finir, qui incarne au mieux pour vous la France, Ramayad. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France. Jean Ferrat, ma France. Vous êtes une déracinée? Non, je ne suis pas une déracinée parce que les racines, on les construit dans le pays où l'on est. Quand on est sénégalais, on est sénégalais à 100%. Et puis quand on est français, on s'engage pour le pays dont on a la nationalité à 100%, donc c'est-à-dire la France. Voilà. Ramayad, merci d'avoir fait partager avec nous vos choix musicaux et d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Et le concept séduit la jeune femme. Très original comme formule et en même temps pas du tout, guindé puisque je disposais d'une totale liberté de choix. Le soleil s'est levé, la matinale est terminée. Alex Taylor rentre chez lui en Vélib. Ça fait 4 ans que j'ai ma carte Vélib, j'adore ça, ça m'a réconcilié avec Paris, j'adore faire du Vélib, surtout de la maison de la radio chez moi, c'est le long des quais. Direction son appartement parisien, où l'animateur britannique vit la moitié du temps. Je vis à Paris-Berlin, donc je suis beaucoup plus à tout le monde croit que je suis en Angleterre. Les gens m'ont même dit si je prenais l'Eurostar pour faire l'émission tous les matins. Non, je vis à Paris depuis 30 ans et puis je suis le week-end souvent à Berlin.
Voilà, maintenant on est arrivé chez moi. Loin de la radio, c'est à la maison qu'il prépare son émission du lendemain et sa rubrique culturelle européenne. Et on m'envoie des livres, voilà, donc il faut que je lise 226 pages avant ce soir, que je lise toute la presse européenne, et puis que je regarde aussi tout ce qui se passe au niveau culturel en Europe, parce que je fais l'agenda culturel européen. Mais que pense-t-il de la radio, lui qui fut homme de télé ? La radio, c'est beaucoup plus solitaire, mais c'est beaucoup plus bandant. Moi, j'ai beaucoup plus de trac quand je parle à la radio que quand je parle à la télé. Mais j'en fais plus tellement. J'ai ces voiles gris, donc je passe plus à la télé. Bon, maintenant j'ai checké mes mails, j'ai regardé un peu les journaux et j'ai qu'une envie, c'est après le déjeuner, là ça me tombe dessus. Une pause salutaire pour l'animateur. J'écoute vaguement Sky News qui finit toujours par m'endormir au bout de 5 minutes. Et même quand il dort, il reste Monsieur Europe. Je rêve en anglais souvent quand je suis en France. Quand je suis en Allemagne, je rêve en français. C'est bizarre. Oh, c'est jouissif. Sweet Dreams, Mr. Taylor. Et maintenant, la lumière se rallume sur Alex Taylor. Alex, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Merci beaucoup. Alex, vous êtes né le 13 août 1957 à Luton, dans les Cornouailles, qui est une région extrêmement conservatrice du Royaume-Uni. Alors, vous êtes un fils unique au sein d'une famille heureuse, sans histoire, mais très tôt, vous découvrez votre penchant pour les garçons, vers 7-8 ans. Alors, à l'époque, faute de héros gays, vous idolâtrez Emma Peel, l'héroïne de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Elle vous fascine parce que elle est habillée tout en cuir, et ensuite elle balance des mecs par-dessus son épaule. J'ai eu la chance de me rendre compte tout de suite, je ne sais pas comment ce petit garçon s'est rendu compte, que en fait, c'est les autres qui avaient un problème vis-à-vis de l'homosexualité. J'avais même pas de mots pour ça, je ne savais pas ce que c'était. Et un peu, j'ai cherché des modèles, et c'est Mrs. Peel, avec toute son androgynie, ces choses dans les années 60, c'est incroyable. Alors à l'époque, vous passez des heures à défiler autour du bassin de poissons, comme un défilé de Miss, quoi. Et je me prenais pour Miss Venezuela. Ah oui, d'accord. Je suis tombé une fois dedans, c'est ce qui explique d'ailleurs que je n'ai jamais révélé avant, que j'ai un défaut de petit doigt, c'est parce que je suis tombé... Dans le bassin de poisson. Voilà, pendant que je faisais Miss Venezuela, je suis tombé dans le bassin à poissons. Et ça n'a jamais... ça s'est jamais remis comme il faut. Mais plus tard, vous l'interviewerez d'ailleurs, Emma Peel. Ah, j'étais complètement bouche bée, oui. J'étais un journaliste à l'époque, mais quelque part, c'est le petit garçon qui se retrouvait devant Mrs. Peel. J'ai perdu mes moyens complètement. Alors, à 11 ans, vous entendez pour la première fois le mot homosexuel à la BBC. Vous demandez des explications à votre père qui vous dit « Un homosexuel, c'est un garçon avec un poignet mou qui s'appelle en général Cécile et qui aime les matelots. » Vous vous dites « C'est pas moi. » Bah, je me suis dit, Dieu merci que j'en fais pas partie de cela. Voilà, je savais très bien que j'aimais les garçons, mais homosexuels, il y avait même pas... C'est inimaginable maintenant. Dans les années 60, je ne savais même pas comment me définir. Il n'y avait même pas le mot gay à l'époque. Donc c'est toute une autre époque. Bien sûr. Alors à 18 ans, vous êtes en première année à Oxford, votre secret vous pèse, et vous le dites à votre mère qui vous interdit d'en parler à votre père. Ce qui était pour moi un soulagement, parce que de toute façon, j'appréhendais beaucoup ce moment. C'est elle-même qui lui a dit, en fait, sur son lit de mort à elle. Et donc... à l'époque, vous avez 30 ans déjà. Oui, j'avais déjà 30 ans quand il a appris, et en fait, lui a appris plutôt bien. Oui, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'il a rencontré votre copain de l'époque, qu'ils ont fait du jardinage ensemble. Après la mort de ma mère, mon père était tout seul. Donc moi, j'étais avec un copain en France, et j'invitais mon père à venir. Et je me rappelle du moment où j'étais dans ma voiture dans la gare d'Évreux, parce qu'on avait un moulin à Conche-en-Ouche, et je devais le conduire à mon père pour rencontrer mon petit ami. Et dans la voiture, c'était un quart d'heure. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont se raconter? Est-ce que j'ai fait une grosse connerie? En fait, j'avais oublié qu'ils avaient ça en commun. Pendant une semaine, ils ont parlé du jardinage. Des pétunias. Et la fois d'après où je suis rentré chez moi en Angleterre, mon père avait mis, lui qui ne parlait jamais de ce genre de choses, une photo de moi et de ce garçon sur le feu de cheminée pour que tout le monde puisse le voir. Et j'ai compris que j'étais accepté sans qu'on dise le mot. On n'en a jamais parlé, mais c'est une forme d'acceptation pour moi. Alors, dans le cadre de vos études à Oxford, vous passez une année à Paris, vous êtes assistant d'anglais au lycée Saint-Louis, et à la fin de vos études, vous décidez de vous exiler en France.
Vous fuyez l'Angleterre de Margaret Thatcher. Ah, et comment? Mais je suis tombé aussi amoureux d'un Français, il faut bien dire des choses. Oui. C'était le début des années 80. Oui. Moi, je suis arrivé. Thatcher avait interdit toute mention de l'homosexualité en public. Il ne faut jamais oublier. Ouais. Moi, je débarque dans un pays, je serais tellement reconnaissant à la France de cette liberté dans les années 80. Ouais. Je commençais... les radios libres et tout ça. Mitterrand a fait plein de conneries après, mais je ne comprends pas que les gays oublient ce qu'il a fait. C'était un phare de liberté. Là. Alors vous devenez un exilé sexuel, quoi. J'ai choisi de vivre à l'étranger parce que c'est en parlant de langues étrangères, en vivant dans un pays différent, en l'occurrence la France, que j'ai pu rencontrer d'autres personnes, que j'ai pu... Vivre la vie que ce petit garçon comme moi ne pouvait pas vivre, mais dont il rêvait. Bien sûr. Alors, en France, c'est vrai que le gouvernement finance Fréquence Gay, qui est la première radio gay du monde, donc c'est quand même assez différent des lois homophobes de Margaret Thatcher. Et puis il y a la rue Sainte-Anne, etc. Enfin, en France, c'est assez... Ah, je me rappelle, la première fois que je suis descendu au 7, par exemple, rue Sainte-Anne, qui n'existe plus, il n'y a que des trucs de sushi maintenant. Je n'ai jamais vu autant de beaux garçons. C'était en 1981. Je me suis dit, Alex, you've arrived. Vous êtes arrivé. Je suis tombé amoureux, je ne sais pas. C'est la terre promise. Alors à Paris, vous gagnez votre vie en donnant des cours d'anglais, de littérature, de phonétique, de grammaire, parce que vous êtes très, très brillant. Vous donnez ces cours aussi bien chez des petites filles riches du 16e arrondissement qu'à Normal Sup. Hein. Bah, c'est-à-dire que je gagnais mes piges là où je pouvais. Hein. J'ai passé 10 ans, j'étais dans les radios libres à l'époque, on gagnait absolument pas sa vie. Je faisais plein de chroniques, de reportages, je n'étais pas payé du tout. Je faisais même des revues de presse sur Fréquence Gay au début des années 80. En alexandrin déjà? En alexandrin, et je payais les journaux moi-même, et je me levais à 6 heures. Donc pour financer ça, je donnais des cours d'anglais pendant 10 ans. Alors, Fréquence Gay, ça va durer 5 ans. Ensuite, de 1980 à 1986, vous faites encore de la radio. Et la télé, de 90 à 95, avec une émission que personne n'a oubliée, qui s'appelait Continental, sur France 3. 1500 émissions quotidiennes d'information européenne, de 2h30 chacune. Vous savez combien on était de permanents dans cette équipe? Je ne savais pas à l'époque, je n'avais pas fait beaucoup de télé. 8. 8 permanents, et c'est tout. Et quelques traducteurs. L'émission se faisait diffusée en national, mais se faisait à Nancy. Et c'est l'ambiance la plus sympathique que j'ai jamais connue, parce que les gens étaient ravis de faire ça. En fait, je dois ma carrière à Saddam Hussein, ça vous le savez, parce que Saddam Hussein a eu la bonne idée d'envahir le Koweït 1 mois après que j'ai commencé à faire l'émission. Vous êtes passé de 200 000 téléspectateurs à 3 millions. Oui, 3 millions un matin, grâce à Saddam Hussein qui a envoyé... Donc tout le monde regardait la télé le matin pour la première fois. Et TF1 faisait des dessins animés. France 3, avec ce journal très bizarre et que c'était énergumène, c'était la seule émission qui parlait de ce qui venait de se passer pendant la nuit. Donc je lui dois ma carrière. Donc du coup, il y a plein de presse qui s'est intéressée à moi, vous savez ce que c'est. Donc plutôt que de s'intéresser aux journaux russes, etc., ils m'ont posé la question, est-ce que ce sont les belles femmes qui vous ont fait venir en France? Donc soit je mentais, soit je disais la vérité. Je ne le revendique pas, je ne le mets pas en avant, mais quand on me pose des questions, j'ai toujours essayé d'être honnête. Bien sûr, et voilà. Quelle a été la réaction de votre papa, par exemple, quand vous êtes devenu aussi célèbre? Je crois qu'il était un peu fier de moi, parce que, vous savez, quand on est gay, j'ai toujours un peu un sentiment de culpabilité. Je suis fils unique, vous l'avez dit, donc il n'aura pas d'enfant. Ma mère a toujours voulu que je fasse la télé. Je me rappelle, elle m'a écrit une lettre en me disant « Est-ce que tu ne voudrais pas un jour faire de la télé ?» Elle est morte de moi avant que je fasse Continental. Les médias, ça s'est bien passé avec eux à l'époque? Le journal Elle m'a interviewé et moi j'avais dit, la journaliste encore une fois m'a posé la question, elle dit est-ce que vous devenez fou avec cette vie Nancy 2h30 par jour, et j'ai dit mais heureusement qu'il y a mon petit ami qui me sauve de tout ça, et ça a été changé par le journal Elle en ma petite amie. Donc là j'ai écrit, j'ai dit pour une fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de dire honnêtement, mais c'était il y a 20 ans, c'est une autre ambiance. Maintenant, tout le monde est pédé à la télé. Donc, mais c'est vrai que, du coup, j'étais le premier qui disait. Mais je n'ai jamais eu, vous savez, la moindre lettre négative par rapport à ça. Quand vous êtes devenu aussi célèbre à l'époque, est-ce que vous êtes resté fidèle à votre petit ami parisien? Oh, mais je l'ai trompé allègrement, mais c'est parce que je suis gay et que ça n'a strictement rien à voir. Ah, d'accord. Quel a été le meilleur moment de cette époque? C'était, en termes télé, c'était le journal qu'on a fait avec un journal israélien et un journal arabe
qui parlait des accords de paix avec Clinton et Arafat. Et on a eu le journal arabe et le journal israélien. Vous savez pourquoi on a eu le journal israélien? C'est parce qu'on diffusait les Golden Girls, qui était une série américaine à l'époque, et tout le monde essayait d'avoir des images depuis Jérusalem. Donc nous, notre petite télé à François Nancy, on était vraiment la dernière de la liste. Et en fait, j'ai réussi à avoir une stagiaire qui avait passé son été en France, qui avait regardé The Golden Girls dans le Continental, et elle m'a dit la phrase extraordinaire, elle m'a dit « Mais comment est-ce que je peux vous remercier pour The Golden Girls ?» C'est très simple. Vous prenez les images, vous nous les diffusez, et une heure après, en direct, on avait le journal et les images israéliennes, un grand scoop dans le Continental. Et le pire moment à l'époque, c'était quoi? Le décès de mon copain, qui est arrivé à la fin de tout ça. C'était assez difficile, parce qu'il est mort à la fin de Continental. Voilà. Alors après Continental, il y aura Confetti sur Arte. Et donc là, il y a un problème, effectivement, c'est que, comme vous savez que votre copain est malade, vous enregistrez des émissions à l'avance pour ne pas manquer l'antenne. Et quand votre ami décède dans vos bras, vous recevez une lettre pour absence injustifiable. J'étais absent une semaine en tout et pour tout, parce que mon copain, depuis 7 ans, est mort dans mes bras. Et j'ai reçu, en tout et pour tout, la semaine d'après, une lettre me reprochant une absence. Et il savait très bien. Je leur avais dit, je suis absent une semaine, etc. Enfin, ça aurait été ma femme. J'aurais pas reçu ça. Et c'était pour dire que, vous savez, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on croit parfois. Je connaissais à l'époque quelqu'un dans un petit village dont je crois, j'ai jamais osé lui dire qu'on était un couple gay. Et parce que c'est quelqu'un de la campagne, je me disais ça va le choquer. Et lui, une fois que mon copain est mort, il est venu me dire qu'est-ce que vous étiez beaux tous les deux ensemble. Alors voilà, ensuite vous fondez une boîte de production pour réaliser des documentaires sur l'Europe. Mais ça marche pas très bien. Vous êtes obligé... Du tout, même non, ça n'a pas marché des masses. J'ai vendu quand même une série à la chaîne Voyage et à une chaîne espagnole. Et puis à la BBC qui me l'a pris plus ou moins gratuitement parce que j'ai une copine qui travaille à la BBC. Mais non, l'Europe ne marche pas du tout. Et vous êtes obligé de faire des ménages pour renflouer votre société parce qu'à l'époque vous avez 1 million de francs de pertes quand même, c'est beaucoup. Oui, enfin les 2-3 premières années, je le finançais en faisant des ménages, des ménages, des conventions et tout ça. Parce que c'est très bien payé. Et ça, je n'avais jamais fait parce que je n'avais pas le droit avant, j'étais journaliste. J'avais aussi été entre-temps directeur des programmes à RFI, donc je n'avais pas le droit non plus d'en faire. Et là, je me suis dit, bon, j'accepte d'animer plein de conventions pour les banques, pour des choses comme ça, parce que ça, contrairement à Fréquence Gay et tout ça au début, c'est très bien payé pour ce que... Donc c'est les hauts et les bas. Donc vous êtes sorti comme ça, quoi. J'étais le week-end en tournage à Budapest, je revenais, j'animais une convention pour la BNP, j'animais une autre remise de prix pour des produits sanitaires de chez Leroy Merlin. J'ai fait 600 conventions dans ma vie. Alors, vous avez publié un livre qui s'appelle Journal d'un apprenti pervers chez Lattès, où vous parlez du milieu cuir, du SM, etc. Est-ce que vous pensez que l'homosexualité a nui à votre carrière in fine? Ah ben c'est clair, c'est sûr et certain. J'ai écrit ce bouquin il y a 3 ans parce que j'avais besoin pour ce petit garçon. Et je me suis rendu compte d'un truc à la fin du livre, que ce garçon était en colère. Et je suis content pour lui que l'homme de 50 ans a dit ce que lui ne pouvait pas dire à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque de Continental, tout ça? Oui. C'est difficile de ne pas l'être. C'est une chance inouïe. Est-ce que vous avez de la rancune pour certaines personnes? J'ai pas de rancune. J'ai tout simplement... Je trouve que c'est dommage que la télé française... la télé européenne de manière générale, ne parle pas de notre continent qui est un truc extraordinaire. Et vous regrettez que l'Europe n'intéresse pas plus les gens, ce qui est malheureusement vrai. J'aurais adoré faire des émissions sur l'Europe, On ne sait jamais. Ça commence à faire un peu... Alors non. Alors si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je n'aurais pas monté ma boîte. C'était une galère. Le jour où vous mourrez, quel épitaphe vous voulez sur votre tombe? C'est très simple. C'est ma citation préférée de Shakespeare. C'est « Daffodils that come before the swallow dares and take the winds of March with beauty ». Et pour moi, ça résume la vie des gays. Ça veut dire des gens qui viennent avant que l'hirondelle n'ose et qui prennent les vents de Mars avec beauté. C'est beau! Et je trouve que c'est un petit vers de Shakespeare qui est caché dans une de ses pièces, mais je trouve que ça résume un peu les gays. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Alex. Merci beaucoup. Merci à vous.
J'accueille Sydney. Oh. Je sais que ça fait longtemps que vous vouliez voir, cependant que vous vouliez savoir comment que l'on passe le moulin à vent, plus connu dans le langage de la rue comme la coupole. Eh bien d'accord, on va vous montrer. Accrochez-vous. Regarde un peu. So funky. 25 ans plus tard, tout le monde en a parlé à retrouver Sydney à Beaumont-sur-Oise, en région parisienne, dans son restaurant qu'il s'apprête à vendre. Ben là, on arrive dans mon restaurant. Je vais pas dire mon restaurant, le restaurant avec ma femme. On a acheté ce petit immeuble avec l'hôtel, tout truc sympa, ça paye pas de mine. Mais j'aime pas les trucs clinquants, donc je suis pas bling bling. Toujours bon banlieusard, le 9-5 dans la place, ou 9-3, c'est les mêmes. Bonjour les filles. Que des belles filles. Se souvient-on encore de Sydney, l'animateur de TF1? Moi, Sydney, ouais, j'ai grandi avec. Hein. C'est la première émission où on voyait des blacks et danser. Il y a un client qui m'a dit vous, ça va dans votre vie, c'est bien, vous avez fait quelque chose de fort quand même. Parce que 25 ans après, on en parle encore. HIP à chauffer. Petit punch. Elle citron. Guadeloupe, Martinique. Sirop de canne, pas trop. Le pilon. On écrase bien, on mélange bien. Et on a le petit punch sacré. Et c'est top, 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 top. Sydney, c'est mon meilleur ami. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. On va dire, j'ai pas des super potes, hein. Sydney reste le premier animateur noir de la télé, DJ antillais, amateur de funk. Il fut également le premier à importer la culture hip-hop en France. Qui croirait que cet homme, en son temps, a accueilli Madonna dans son émission? Ça sonne dans mon kangou, man. Ah bah allez, faut y aller, sort du boulot. C'est pas fini, j'ai un autre boulot. C'est une vieille maison, hein. Faut les retaper. Aujourd'hui, c'est le conseiller artistique d'un groupe de casino qui nous reçoit chez lui, avec sa femme et son fils Marcus, fan de musique comme son père. Voilà ce qui m'attend. Voilà, carrelage. Et voilà mon nouveau look spécial. Je vais m'habiller. Et si ça marche plus nulle part, au moins, je peux faire du carreleur. Voilà. Faut kiffer. Je fais pas tout le temps la même chose, ça me saoule. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Spectacle ou DJ ou présentation de battle. Allez. Bon, salut, à la douche. Yeah, HIP. Et HOP. Les platines ne sont jamais loin pour Sydney. Il reste MC dans les battles de DJ. Vive là, mon voisin. Avoir des voisins, c'est exceptionnel comme ça. Hein. Alors tu savais pas que j'étais le premier qui a fait venir Madonna en Gaule? Pourquoi t'avais fait venir Madonna? On savait pas qu'elle allait devenir une star internationale comme ça. On s'est dit bon. Et ça s'est passé chez nous. C'est l'heure de l'apéro, excuse-nous. Donc finalement, c'est moi qui ai ton marteau-piqueur, vous voyez, parce que... Sydney n'a pas abandonné le métier et a su rester simple. La télé, ça semble bien fini, mais la musique, c'est pour la vie. Et maintenant, la lumière se rallume sur Sydney. Bonsoir. Salut Comment Sydney. tu vas bien? Oui. Alors Sydney, vous êtes né en 1956 à Argenteuil, sous le nom de Patrick Dutheil. Et c'est vous qui vous êtes rebaptisé Sydney, pourquoi? Parce qu'à l'époque où j'ai commencé ma carrière, Patrick Dutheil, ça sonnait pas. Dans la famille, on se donnait tous des prénoms américains. Oui, vos frères s'appelaient Kenny et Dixon. Kenny, Dixon, alors que Dixon, c'est Félix, et Kenny, c'est Dominique, et moi, Patrick, ça faisait pas des masses bien. Comme on est d'une génération de famille de saxophonistes, il y avait des Sydney Béchet, il y avait des Sydney Poitiers à ces époques-là. J'ai choisi ce petit prénom, voilà, tout bêtement, à l'âge de 12 ans. Alors, vos parents sont d'origine guadeloupéenne, père musicien de jazz,
expert en begin. C'est quoi la begin? Bon, moi, Thibaut, c'est ça, j'adore. C'est une rythmique de base de toute la musique antillaise des Antilles, de tout le folklore antillais. La base, c'est la begin. Alors, à 11 ans, vous perdez votre maman. Cancer du sein. Ça se soignait pas, ça se prévenait pas comme aujourd'hui. Alors, quand vous avez 16 ans, votre père vous demande de quitter la maison et de vivre votre vie comme vos 6 frères et sœurs. Il a eu du mal à élever 7 gosses d'un coup au décès de ma mère. Donc ça n'a pas été évident. Et moi, le petit dernier, pour lui, j'étais un renégat un petit peu, alors que je bossais à l'école comme tout le monde. Et voilà, par souci, je pense, par souci de se dire, tiens, voilà, je vais le mettre majeur de suite. Et comme ça, je suis tranquille, quoi. C'est un petit peu un père comme ça. Malgré qu'il adorait ses enfants, mais le souci de la responsabilité, peut-être. Voilà, ça, c'est horrible. C'est un peu... Vous vous retrouvez à la rue, hein. Mais malgré tout, vous continuez vos études. Vous jouez du saxo et de la basse. Malgré tout, vous passez un diplôme de comptable. L'envie d'y arriver, je crois. L'envie de se battre, de vouloir faire quelque chose, je crois que c'est avant tout ça. Et en même temps, de toujours par la musique. Donc il fallait que je fasse quelque chose. Je suis retourné au conservatoire de saxophone dans le 18e pour la musique. Et en même temps, il fallait que je bouffe. Donc voilà, et puis les petits boulots. Heureusement, je le dis bien grâce à Dieu et grâce aussi à mes grands frères et aux femmes, j'ai pu être logé. La vie d'artiste déjà. Alors vous faites l'armée à Rambouillet, vous donnez des cours de trompette, toujours la musique dans votre vie. Le week-end, vous êtes DJ à l'Emeraude. Alors l'Emeraude, c'est un petit club du 10e arrondissement où il y avait Clémentine Célarier, il y avait Jacques Higelin et Nina Hagen. Il y a vraiment Nina Hagen qui venait à l'Emeraude? Ouais, Nina Hagen est venue. Peut-être plus d'une fois. Il y avait les musiciens d'Hancock, les musiciens de Bob Marley qui venaient. Et on mettait aussi bien du reggae que du funk, que de la salsa. Je mélangeais toutes les musiques noires. Voilà. Alors, oui, c'est vrai, vous êtes passionné par la musique noire. Vous avez tous les James Brown. Dédicacés par James Brown. On l'avait rencontré comment, James Brown? J'ai rencontré James Brown par l'intermédiaire d'un gars qui faisait la sécurité pour lui, qui m'aimait bien et qui m'a dit, faut absolument, j'ai parlé de toi à James Brown, comme quoi tu es le noir connu en France. Il a demandé à me voir. J'ai pu rencontrer James Brown. J'avais même mon appareil photo, mais je tremblais. J'ai pas pu faire une photo avec lui. Mais j'avais toujours un album sur moi, une pochette. Donc il me l'a dédicacé en me demandant, attention, hein. T'es dans un pays de blanc, c'est bien, continue comme ça. J'étais très impressionné. I'm black, I'm proud. Voilà. Alors, bientôt, vous passez au platine dans plusieurs clubs parisiens, au Rex, à l'Opéra Night. Et puis, vous jouez du saxo dans un groupe de jazz rock qui s'appelle Manshark. Vous jouez du saxo et de la basse avec Black, White & Co. Et vous enregistrez un disque pour Carrère lorsque, deuxième rencontre, vous rencontrez Stevie Wonder. C'est énorme. C'est énorme, c'est un concours de circonstances. On était dans le studio A en train de terminer l'album et il était dans le studio B. Il lui manquait des câbles. Et bien sûr, nous, tout fans qu'on est, on est parti lui prêter. Et j'en ai profité pour qu'il écoute un disque qu'on a fait l'année d'avant. Il a demandé, il a écouté ce qu'on faisait dans le studio A. Il a écouté est-ce que je peux jouer avec vous? On n'y a pas cru, mais on s'est dit, bah oui, bien sûr. Mais Stevie Wonder joue avec nous. Donnez rendez-vous la semaine d'après. Il est venu à 4h du matin, ils sont venus installer les claviers. Et on l'a fait. James Brown, Stevie Wonder. Mais alors, ce n'est pas en tant que musicien à Sydney que vous connaîtrez la gloire. C'est d'abord à la radio, avec la première émission de hip-hop à la radio qui s'appelait Rappeur, Drapper, Snapper, sur Radio 7. Et c'est Marie-France Boyer, qui à l'époque dirigeait Radio 7, qui vous fait faire cette émission. C'est magique. Elle a demandé à Clémentine ou à un des animateurs de Radio 7, est-ce que vous connaissez un animateur noir pour faire une tranche de musique noire d'une quotidienne de 22h à minuit? Et Clémentine a levé la main en disant, attendez, j'en connais un, là il est fou furieux, il faut aller le voir dans sa boîte. C'est tout simple. Et ça s'est passé vraiment comme ça. Donc Marie-France Boyer est venue à la boîte, elle n'a pas pu rentrer, c'est un club vraiment de black. Et la patronne était blanche par contre. Et la patronne blanche a dit donc à Marie-France Boyer, qui est blanche, non, ici, il vaut mieux pas que vous rentriez. Parce qu'elle dit, oui, mais je veux voir le DJ. Donc Marie-France Boyer, telle qu'on la connaît, a poussé les murs. Elle m'a dit, toi, je te veux à Radio 7. Voilà, c'est tout. Voilà, alors à l'époque, dans cette émission de radio sur Radio 7, vous vous attaquez par Salut les frères et les sœurs, qui était vraiment votre slogan. Vous recevez Africa Bambaataa. Vous faites du break avec les New York City Breakers dans les couloirs de Radio France. C'est comme
Une époque assez marrante. Nous, à cette époque, on découvrait en même temps le hip-hop, en même temps que je le passais. Je passais de la musique sans le savoir ce que ça amenait un mouvement. Donc je passais de l'électro, et l'électro-funk qu'on passait était mené par Bambaataa. On envoyait des fax à l'époque, des coups de téléphone qu'on recevait à Radio 7. Et il y a une fille qui m'appelle, qui me dit « Attendez, mais vous passez du Bambaataa, j'arrive de New York, et Bambaataa est chez moi. » J'ai dit « Oui, c'est ça, Jacques Chirac. » Je ne l'ai pas cru du tout. Et elle dit « Écoutez, si vous ne me croyez pas, je vais venir avec lui de suite. » J'ai dit « Oui, d'accord, ok. » Et c'est Laurence Tuitou, qu'on connaît bien maintenant, et qui vient avec Bambaataa et toute la tribu. Et là, on est accrochés. Il y avait les danseurs Mr. Freeze qui étaient là, Fables, ils étaient en tournée. Et on a appris à danser finalement sur le sol, dans les couloirs de Radio France pendant l'émission. C'est incroyable, c'est extrêmement en avance. Incroyablement en avance. Ensuite, Marie-France Bruyère devient directrice des variétés à TF1. C'était à Chipé à Chopé, le dimanche, en début d'après-midi, juste avant Starsky and Hutch. Et là, elle a proposé une émission, la première émission que je vous propose à TF1, c'est une émission nouvelle, il faut les faire danser. Sidney, il tourne sur le dos, là. Il va faire la France tourner sur le dos, sur la tête. Il m'a demandé est-ce que j'étais capable de faire ça. Je dis écoute, moi j'ai jamais fait de télé, pourquoi pas, on essaye. Elle a dû abattre des montagnes pour que ça se fasse. Et on nous a donné que 14 minutes et aucun budget pour le faire. Alors, l'émission est à l'antenne du 14 janvier au 19 décembre 1984. Donc effectivement, c'est l'ovni du PAF, quoi. Il y a des battles de breakdance, il y a des leçons de hip-hop, et puis il y a des stars. Il y a Sugar Hill Gang, qui a fait le premier Message, le premier morceau de rap. Il y a Curtis Blow et Madonna. Madonna, c'était une super nana qui sortait, qui traînait avec les gars du Bronx, là-bas, et qui était déjà venue à diverses reprises accompagnée des DJ comme DST, vraiment les premiers DJ, ceux qui se crachent dans Rocky, Derby Hancock et tout ça. Donc elle connaissait tout ce milieu, pour moi elle est issue de ce milieu-là, et donc elle était avec eux. Un jour elle a fait son disque, elle a dit tiens, puisque j'ai fait mon disque, vous pouvez me filer un coup de pouce en France pour pouvoir promotionner mon nouveau 45 tours Holiday. On dit bon, c'est pas très hip-hop, mais bon, on va le faire, puisque c'est la sœur des frères. Voilà, c'est les frères et sœurs. Voilà, c'est un peu ça. Alors, James Brown, Stevie Wonder, Madonna, quand même, c'est la célébrité, c'est la gloire. C'est arrivé assez vite, non? Oui, ça va très vite, le Vedettariat comme ça. Moi, à mon niveau, je m'y attendais pas, je suis plus un artiste qu'autre chose. Et oui, ça va très 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 vite. C'est bien en même temps, et en même temps, je peux plus prendre mon caddie pour aller au supermarché. C'est le Vedettariat. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Votre père, par exemple, qui vous avait un peu traité comme ça, est-ce qu'il est revenu vers vous à ce moment-là? Alors, sa première réaction, elle est toujours négative, mais on sait que c'est positif au fond, parce que j'ai ma belle-mère quand même qui me disait « Oh, ça va, il regarde quand est-ce que tu passes à la télé, donc ça va. » Mais sa première réaction, dit « Pourquoi tu t'appelles Sidney ?» Et je vois pas le nom de famille apparaître. Voilà, des trucs comme ça, quoi, bien antillais. J'ai dit « Bon, papa, tu veux qu'il y ait écrit Dutheil, bon, on mettra dans le générique Sidney Dutheil. » Mais bon, ça a été une bonne guerre, c'est pas... Et vos frères et sœurs, ils ont réagi comment? Très 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 bien. C'est grâce à mon frère Kenny que je dois aussi dans le milieu depuis petit, parce que c'est le grand frère qui m'accompagnait. Quand j'avais 14 ans, j'allais chanter avec des groupes de rhythm and blues et tout ça. Donc j'ai pris bien sûr mon grand frère comme régisseur avec moi, parce qu'il n'y a pas que la télé engendre des tournées, des galas, des spectacles. Et heureusement, donc mes grands frères, oui, toujours, heureusement. Et les gonzesses, c'était plus facile? C'était déjà plus facile avant. Non, tu sais ce que c'est. C'est plus on a du succès, bien sûr, plus il y a du monde, mais c'est pas ce monde-là qu'on veut, vraiment. Parce qu'il s'agit de l'intimité, de l'amour. On est des artistes. Vous êtes un sage, en Et les médias, ça s'est passé comment? Contact avec les journaux, les radios, les journaux, oui, très bien, très bien. Soit VSD, Mickey, Match, ça va. Mais bon, j'ai toujours peur un petit peu de mon image. J'ai une image de quelqu'un qui représente toute une culture hip-hop. Je suis la base de quelque chose. Entendu. Donc voilà, j'aime bien que cette image reste là pour les jeunes demain. Autrement, ça se passe bien. Et le pognon, vous avez pris du blé un peu? On a fait du blé, c'est comme tout. Il y a des jours on fait du blé, il y a des jours on n'en fait pas. Non, ça va. À l'époque. C'est plus, c'est pas sur TF1, mais avec les tournées. Non, voilà. C'est pas la TF1 qui m'a donné l'argent. C'est les tournées, les spectacles, qui nous permettent de passer à un autre niveau, les impôts aussi. Ça a été quoi le meilleur moment de cette époque, Sidney? Des grands moments, il y en a eu plein. Mais je crois que les plus grands moments, c'est quand on est dans la rue, avec tous ces jeunes, qu'on tourne ou qu'on tourne pas. On est toujours dans une sensation de direct. Avec Gabriel Coteau, on est parti dans les cités. C'est agréable. Oui, c'est agréable. La deuxième émission, on l'a tournée à La Courneuve, où j'y habitais moi-même. Et ils avaient peur, les caméramans, de se dire, oh là là, on va se faire piquer les caméras et tout. On était dans une première, voilà, et c'était magnifique, quoi. Il y a des grands moments. Il y a eu des mauvais moments à l'époque? Non, il y a eu des moments plus difficiles parce que
Il faut savoir que je faisais une émission où on avait beau trier les danseurs, les danseuses, tout ça un peu sur le volet, mais c'est pas évident parce que c'est quand même, on avait à faire une émission vraie avec des jeunes de la rue, de la cité, et des fois, c'était un peu chaud, un peu tendu. Heureusement qu'il y a toujours eu du respect. Il y avait plus de respect avant que maintenant, et ça s'est quand même fait, quoi. Les choses ont pu se faire quand même, et c'est ça qui est agréable. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors après, j'ai tourné une autre émission avec Marie-France Brière sur TF1 qui s'appelait Côte d'amour en début 85. On a proposé de faire une grande émission où on élargirait un peu, on ne resterait pas dans la culture hip-hop seulement, on ferait du rock, on ferait un peu de tout. On était vraiment une grande équipe, plateau lourd, 2 réalisateurs, un réalisateur extérieur, tout ça. C'est un peu là, je me suis pas senti bien. J'étais pas bon, je me retrouvais plus. J'avais un courrier qui disait j'ai voulu changer de look, ne plus être le même, sortir du Sydney hip-hop tout en restant hip-hop. Et ça n'a pas plu à mon public. Moi, donc ça m'a pas plu. Je me dis oui, et puis les gens du hip-hop se sont sentis largués. Je pensais pas qu'à ce point-là, j'étais tant puissant, un symbole de la culture hip-hop en un an de temps. Là, vous êtes revenu sur Terre un peu quand même à ce moment-là, non? Oh oui. Vous êtes nostalgique de cette célébrité de l'époque de HIP-HOP? Non. Parce que les choses doivent se faire en temps et en heure, au moment. Je suis plutôt pas quelqu'un qui regarde derrière, je suis plutôt quelqu'un qui regarde devant. Vous regrettez que ça n'ait pas continué, quand même? On regrette, oui, parce que on se dit, tiens, si on avait su, peut-être qu'en forçant un peu, j'avais rencontré Hervé Bourges, qui à l'époque était dirigé TF1, il me dit, pourquoi vous êtes arrêté? Je dis, pourquoi vous me le dites maintenant? On continue. Voilà, donc après... Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Sydney? Être aussi influençable, j'essaierais d'être plus dur. Plus dur, pas avec moi-même parce que je l'étais, mais de ne pas trop écouter les autres, d'écouter plus ma conscience. Et si c'était à refaire, on me dirait oui, je le referais. Je continuerai HIP-HOP parce qu'il n'y a aucune émission au monde actuellement, alors qu'on est en 2010, qui a des budgets énormes alloués à toutes les associations partout dans le monde, à toutes les villes. Et les meilleurs breakers sont français, ils viennent de remporter le championnat du monde. Et ce qui manque au PAF actuellement, c'est une émission qui concerne vraiment tous les jeunes d'aujourd'hui sur la culture hip-hop et urbaine en général. Bien sûr. Alors, quand vous serez mort, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Quelle épitaphe vous voulez? J'en ai 2, vous me direz celle que vous préférez. Le Tchernia du hip-hop ou le gourou du rap? Le gourou du hip-hop, parce que je suis pas... Le gourou du hip-hop, d'accord, on peut ça discuter comme ça. Comme j'ai demandé à être incinéré... Ah ouais, il n'y aura pas de tombe. Ouais, qu'on jette ça à la mer, c'est... Bah écoutez, merci, j'étais très heureux d'avoir allumé la lumière sur vous. C'est moi Thierry. C'était Tout le monde en a parlé, amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.